Chers compagnons, chers camarades et chers amis, vous vous souvenez, le 29 mai 2005, les Français ont osé rejeter par référendum le projet constitutionnel de l'Union européenne, présenté comme le summum de la modernité démocratique et du progrès humain. Après ce vote, véritable séisme politique, les milieux d'affaires ont décidé de porter au pouvoir Nicolas Sarkozy pour corriger cette réponse démocratique honteuse. Réunis en congrès à Versailles en février 2008, les partis politiques, dans leur presque totalité, ont adopté la révision constitutionnelle préalable à l'adoption du traité de Lisbonne, véritable copier-coller de la Constitution européenne, rejetée 3 ans auparavant par les Français. Ce vote fut une trahison infâme, un nouveau 10 juillet 1940. Ce fut une trahison du peuple souverain, une trahison de la nation, une trahison de la République, en un mot, une trahison de la France. Car seul le peuple peut défaire ce que le peuple souverain a fait lui-même. Depuis ce vote indigne, nous nous réunissons ici aux Tuileries, chaque 29 mai, à l'appel d'André Belon et de son association pour une constituante. Et chaque année, nous le remercions pour cette initiative hautement politique. Merci à toi, André Belon, et merci à tes compagnons. Oui, le 29 mai 2005 reste un moment crucial, celui où la nation française a parlé, celui où la France a fait entendre sa voix souterraine, pour reprendre la formule de Gambetta. Ce jour-là, la France a dit non, elle pensait non, elle pense toujours non. Aussi, depuis 2008, depuis cette trahison impardonnable, nous pouvons dire que le peuple de France est aux arrêts. Mais qui ose encore proclamer aujourd'hui que l'Union européenne c'est la démocratie? Qui ose encore affirmer aujourd'hui que l'Union européenne a quelque chose à voir avec l'Europe? Car l'Europe, c'est autrement plus beau, c'est autrement plus fort, c'est autrement plus haut l'Europe. Rien à voir avec ce ramassis de technocrates vulgaires, écrasant peuple et nation pour servir le crime. Car oui, l'Union européenne est une entreprise hautement criminelle. Oui, le crime est partout. L'Union européenne, c'est d'abord la corruption. Travaillées par les réseaux du grand patronat, les irrégularités de fonctionnement de la Commission européenne sont une évidence, dénonce Paul Van Buitenen, ce fonctionnaire sanctionné pour avoir parlé. Fraude importante validée par le Conseil des ministres pour Paul Van Buitenen. Complaisance inouïe envers les milieux financiers offshore pour Alain Deneau. Institution vulnérable à la corruption, conclut l'organisation Transparency International. Graves irrégularités et mécanismes frauduleux, indique l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF. Conflit d'intérêts, non-respect des règles de passation des marchés publics, non-respect des règlements financiers, acceptation de cadeaux non déclarés, violation des règles relatives aux conditions de travail, remboursement d'opérateurs économiques pour les services non éligibles. Et cela dure depuis des décennies. Souvenez-vous du rapport Même basse sur l'Europe de François Daubert en 1994 déjà. Le bilan de 74 années de supranationalité et de 32 années d'Union européenne est catastrophique. La situation n'a cessé de se dégrader, écrit Jean-Louis Isambert. Faut-il ici rappeler les scandales liés à la gestion du Covid-19 ? Dissimulation de tractations financières, corruption impliquant la commissaire de la santé Stella Kyriakides comme Ursula von der Leyen. Au cœur de la corruption de l'Union européenne, les liens entre la classe politique et l'industrie. Mais aussi la mise en œuvre lacunaire des règles en matière d'éthique, de transparence et de contrôle des fonds publics. La corruption partout, négociation des accords du GATT, crise de la vache folle, accord avec l'industrie US, etc. Les présidents de tous les groupes politiques eux-mêmes couvrent les échanges secrets. Et encore aujourd'hui, entre août 2020 et novembre 2021,
la Commission a signé pas moins de 11 contrats avec 8 fabricants de vaccins permettant d'obtenir jusqu'à 4,6 milliards de doses pour 447 millions d'habitants, 71 milliards d'euros. Et encore la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, menant seule les négociations avec Pfizer, Biotech. Trucage, favoritisme, opacité, des milliards d'euros en pleine dissimulation. Et des contrats communiqués aux pseudo-parlementaires avec des passages noircis, caviardés, rendus illisibles, pour ne pas révéler le pire. Qatar et Maroc Gate, pots de vin, trafic d'influence, achat de vote. Oui, la corruption de l'Union européenne est partout. Dans l'intérêt de qui? L'Union européenne, c'est aussi plus de pauvreté, plus d'inégalité, plus de précarité. En matière de santé, tout d'abord. Vous le savez, dans le même temps que la corruption se généralise, la Commission européenne ordonne toujours plus d'économies. C'est normal, il faut bien que quelqu'un paye. Des dizaines de milliards d'euros d'économies pour le secteur de la santé. En France, le résultat est clair. 110 000 lits d'hôpitaux en moins et 960 maternités supprimées en 20 ans. Déserts médicaux et dégradation accélérée de l'accès aux soins. 7 Français sur 10 renoncent aujourd'hui à se soigner. En 2018, le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale prévoyait des baisses de cotisations patronales de l'ordre de 65 milliards, puis 95 milliards en 2019, au nom de la libéralisation des entreprises. Alors que dans le même temps, les profits du secteur pharmaceutique étaient faramineux. Plus de 1000 milliards d'euros de profits pour les labos. L'entrée en bourse des grands groupes industriels pharmaceutiques, un triomphe. Ici, record de profits en bourse, et là, pénurie de médicaments pour les Français. Quel scandale! Comment ne pas réagir alors face à ce coup d'État sanitaire et financier contre les Français? Eh bien, c'est le même constat que nous devons faire en matière d'alimentation, d'agriculture et de pêche. La PAC, un leurre. Aujourd'hui, les sociétés transnationales défont l'agriculture nationale. Certaines s'accaparent des millions d'hectares, les groupes Louis Dreyfus, l'assureur AXA ou encore le Crédit Agricole avec la Société Générale, via le fonds Amundi Fund Global Agriculture. Le deuxième plus gros investisseur dans les terres agricoles, Vincent Bolloré, via la SOCFIN, la SOCFINAL et la SOCFINASIA. Les aides de la PAC ne sont pas perdues pour tout le monde, notamment les 5 plus grandes sociétés transnationales de l'agro-business. Les Bigard, Charal, Socopac, les Le Sieur, Puget, Sanders, les Savéol, les Terreau, les Agrial, qui raflent plusieurs centaines de millions d'euros d'aides PAC par an. En France, les plus gros bénéficiaires de la PAC sont connus. Lactalis, Jean Floch, la Fédération française des industriels charcutiers traiteurs, Pernod Ricard et la maison des champagnes Perrier Jouet et Meum. Pourquoi autant de fonds publics pour les sociétés qui disposent par ailleurs de ressources financières aussi importantes? Mystère. La PAC, c'est avant tout des aides inégalitaires attribuées à des grands propriétaires terriens, Rothschild, Dassault et le prince de Monaco. Dans le même temps, près de 20% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté. En 30 ans, le revenu net de la branche agricole a baissé de près de 40%. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Ainsi, nous le comprenons, les choix générés par cette politique ont entraîné un véritable déclassement français. Moins de terres cultivées, moins de production alimentaire. En 2023, le déficit commercial et agricole a été historique pour la France. 164 milliards d'euros, un comble pour la France. Les prévisions sont d'ailleurs catastrophiques. D'ici 2040, 6,4 millions d'exploitations vont disparaître. Et ne parlons pas de la pêche française. La politique de l'Union européenne a aussi favorisé les grands groupes contre la pêche artisanale.
Ainsi, la flotte française a perdu 53% de ses navires en 30 ans. Le revenu moyen des pensions s'élève aujourd'hui à 768 € mensuels. Rien d'étonnant à ce que le suicide soit la première cause de décès des marins, alors que le taux de mortalité reste un des plus élevés, tous secteurs d'activité confondus. Une paupérisation générale, comme en matière industrielle, c'est le programme. Le grand bond en avant de M. Macron, il faut libérer le travail, c'est traduit par des milliards d'euros annuels pour la désindustrialisation. Les aides publiques aux entreprises, 90% financées par l'État, ont représenté plus que le budget de l'éducation nationale. 2 fois celui de la défense, un chiffre supérieur au déficit public. 65 milliards d'euros, un comble. Si l'on prend en compte le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et l'ensemble des aides et exonérations sociales et fiscales de toutes sortes de 2012 à 2017, le soutien de l'État et des collectivités locales, c'est plus de 200 milliards d'euros annuels pour des entreprises transnationales du CAC 40. Sidérant. Le grand patronat est devenu la plus lourde charge du budget de l'État. Dans le même temps, la part de l'industrie dans le PIB a reculé de 10 points, entreprise championne de la délocalisation, qui a perdu plus de la moitié de ses effectifs, soit 2,2 millions d'emplois. Mieux, qu'en France, France Stratégie réclame la construction d'un cadre cohérent d'action publique, une planification au spectre large, la Commission européenne s'y oppose fermement. Ce n'est pas pour rien que Washington suggéra dès les années 1940-1945 un pouvoir pyramidal hyper centralisé pour mieux influencer grâce aux Jean Monnet, Antoine Pinet, Paul-Henri Spaak, Robert Schuman, John McCloy, Paul Reuter et consorts. L'Union européenne apparaît ainsi avant tout comme une superstructure antidémocratique au service de la corruption. Et ne parlons pas de l'emploi. Depuis les années 70, nous assistons à une régression quantitative et qualitative de l'emploi. Le chômage ne cesse d'augmenter. Mais l'Europe est un succès historique. 52,49% de la population active est sans emploi, ou en emploi précaire ou en sous-emploi. Derrière des statistiques biaisées, la désindustrialisation est un fait. Les directives et les lois de croissance développent avant tout le précariat. Les défaillances d'entreprises atteignent des niveaux jamais égalés. La part des travailleurs pauvres en zone euro est passée de 7,3 à 9,5% en 10 ans. De toute façon, la tendance générale est la pauvreté. 80 millions de pauvres dans toute l'Union européenne. En 2016, on comptait 118 millions de personnes précarisées. En 2021, 19,6 millions d'enfants dans la pauvreté. Tout naturellement, dans un tel contexte, l'enjeu du système est de faire accepter la crise. Faux chiffres, faux débats. On nous vante l'euro qui protège pour masquer ce réel qui fait mal. La parole publique est entièrement corrompue. La réalité des faits jure constamment avec les annonces médiatiques. Jusqu'à quand? Dernier exemple, bien sûr, la guerre. Tout indique que l'Union européenne prépare la guerre aux ordres de l'OTAN. La paix, l'Union européenne, c'est avant tout et d'abord la guerre. Depuis 1945, les États-Unis mènent une guerre totale contre l'Europe. Après les Balkans et les bombardements honteux du peuple serbe, aujourd'hui l'Ukraine, après le coup d'État de la CIA, place Maïdan. L'Union européenne a pour rôle, précisément, de porter les guerres de Washington au cœur de l'Europe. Le dépeçage de l'Ukraine est au programme, pas celui de sauver l'Ukraine. Dépeçage préparé notamment par la Rothschild & Co, dont la banque est au cœur du dispositif d'accaparement. L'activité du Global Advisory de Rothschild & Co ne signale-t-il pas l'Ukraine Business Compact? Il faut relire les comptes rendus de la réunion de l'URC 2023 à Londres. Tout est annoncé. Le pillage de l'Ukraine est un pillage organisé par la finance mondiale.
L'OTAN est maintenant aux ordres, non plus de l'État, mais des intérêts de la grande finance Wall Street et de la City, conclut ainsi le célèbre colonel MacGregor. L'Union européenne joue là pleinement son rôle, des millions de morts pour la guerre OTAN, pour la finance. Comment accepter cette folie? Ainsi, par ce court exposé, nous comprenons ce qu'est devenue l'Union européenne. L'Union européenne est un immense crime contre notre nation, un immense crime contre la France. Face à ce constat sans appel, nous n'avons qu'un seul mot d'ordre. Pour sauver la France, il faut abattre cette Union européenne. Aussi, nous pouvons conclure, pour notre présent, tous les partis politiques participant à cet immense balai mortuaire vous mentent. Ils ont déjà tant de fois trahi la France, ils trahissent une fois de plus. Et comme cela ne suffit pas, ils vous demandent de les absoudre par avance, de les encourager et de participer en votant le 9 juin prochain pour cette élection infâme. Eh bien, nous le disons une fois de plus, voter le 9 juin, c'est rajouter un clou au cercueil de la France. Dans un tel contexte, n'écoutez pas la voix des imbéciles, des hypocrites et des lâches, tous ceux qui prétendent aller à Strasbourg pour résister. Mais quelle honte! Imagine-t-on le général de Gaulle se faire élire à Vichy pour résister? Mais quelle infamie! Strasbourg, c'est Vichy en pire. Oui, voter le 9 juin, c'est collaborer avec les ennemis de la France. En ce 29 mai 2024, ici réunis aux Tuileries, nous appelons les Français au sursaut. Et ce sursaut doit prendre la forme d'une nouvelle radicalité française. L'avenir de la France appelle un retour de la France en tout point. Cette radicalité française est une radicalité au service de l'idéal français. Il porte une espérance, celle des lendemains qui chantent, habités de l'esprit du Conseil national de la résistance. Espérance de voir un jour la France, le peuple français, recouvrer sa pleine souveraineté contre les oligarchies corrompues qui la gouvernent. Le 9 juin prochain, nous appelons les Français au boycott général de ces élections infâmes. Vive la République et vive la France! Merci!